So I would like to say, Je pense que nous sommes tous arrivés. Alors, au nom de Can COVID, bienvenue. Merci de participer à notre conférence d'aujourd'hui. Nous avons avec nous Fiona Brinkman qui va nous parler du projet du Réseau canadien de génomique COVID. Alors, j'aimerais que vous restiez en sourdine pendant la présentation. Après avoir écouté le Dr. Brinkman, vous pourrez poser des questions. Vous pouvez soit lever la main et poser vos questions à voix haute, ou vous pouvez taper vos questions dans la boîte de clavardage. Il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue au Dr. Brinkman. Vous avez la parole. Merci. Bonjour. Il me fait plaisir de vous donner un aperçu du nouveau réseau de génomique canadien qu'on appelle ArcanGeco. Tout d'abord, je vais commencer par vous donner un aperçu. Désolée. Cette initiative a été rendue possible grâce à 40 millions de dollars investis par le gouvernement fédéral. 20 millions de dollars sont pour le séquençage viral et 20 millions de dollars sont pour le séquençage humain. Pour les patients de la COVID-19. L'objectif de ce projet, c'est de coordonner et de financer les efforts de séquençage du génome humain et du SARS-CoV-2 pour un maximum de 150 000 séquençages viraux et 10 000 séquençages humains. Nous allons pouvoir intégrer les données avec des données cliniques et épidémiologiques, qu'on appelle parfois des mégadonnées. Dans les cercles génomiques, nous allons aussi nous concentrer sur un meilleur partage de données au niveau national parce que, comme vous le savez, les soins de santé sont du ressort des provinces et nous travaillons aussi sur le renforcement des capacités pour les pandémies qui nous attendent à l'avenir. Cette initiative, je dois le dire, est le résultat du leadership de certaines personnes de Génome Canada qui en a fait beaucoup. Le Royaume-Uni a commencé une initiative et Génome Canada s'est dit qu'on devrait faire la même chose. Il y avait beaucoup d'enthousiasme pour combler certaines lacunes, pour nous permettre d'avoir plus de recherches sur le génome pendant cette pandémie. Nous avons aussi deux organigrammes. Nous avons deux consortiums. Nous avons un comité qui est dirigé par Navid Aziz. Il y a le comité de la mise en œuvre pour le séquençage viral qui est présidé par Terry Snatch. Et il y a divers groupes de participants, des groupes de santé publique provinciaux, fédéraux. Il y a aussi des représentants de laboratoires. William Shaw, par exemple, d'un laboratoire provincial qui cherche à combler les lacunes pour les données. Aussi, certains participants comprennent des hôpitaux, des organismes de recherche, des centres de génomique et des participants de l'industrie. Mais c'est une initiative de Génome Canada. Pourquoi cette initiative? On veut surtout coordonner nos efforts. On veut avoir une meilleure coordination de séquençage viral et on veut faire des liens avec les données épidémiologiques et cliniques. Et on veut une meilleure cueillette de données entre provinces. Et comme on l'a déjà dit, comme les soins de santé sont du ressort des provinces et habituellement, les provinces travaillent en vase clos et recueillent des données seules, mais il faut une meilleure coordination entre provinces. Aussi, on peut miser sur le leadership fédéral de la génomique. Dans cette pandémie de la COVID-19, par exemple, nous pouvons adapter ce scénario à la situation canadienne tout en nous inspirant d'études venant d'autres pays. Alors, nous nous concentrons surtout sur des données canadiennes, mais nous allons aussi nous aligner avec des efforts de séquençage internationaux. Nous allons travailler avec SPEAR des États-Unis et un groupe du Royaume-Uni. Mais ce qui est vraiment très important pour nous, c'est de renforcer les capacités pour l'avenir. Mais pourquoi cette initiative en détail?
J'aimerais parler davantage des avantages de ces données. En gros, ce qu'on veut, c'est d'étudier la transmission. On veut faire le séquençage du SARS-CoV-2, mais je pense que ça, c'est un élément que nous utilisons beaucoup, le SARS-CoV-2. Nous voulons vraiment bien comprendre les lignages, les liens du virus et on ne veut pas seulement euh, regarder la transmission nationale, mais aussi locale. Alors voici ici la première séquence virale qui a été recueillie en Chine. Donc, on voit le point violet en Chine. Alors, ce n'est pas un très gros génome, environ 30 000 nucléotides, et le génome humain en a plus de 3 milliards. Mais ici, il y a le spike, la protéine spike, qui est ici, que vous connaissez bien parce qu'on a beaucoup vu d'images du coronavirus. Alors, cette protéine est un élément clé parce qu'elle a des récepteurs liés aux poumons et c'est une cible clé pour le développement de vaccins. Au fil du temps, ce virus a été transmis à la population. Ici, on voit des données recueillies en Allemagne. Il y a eu une mutation par rapport à ce qu'on avait trouvé à Wuhan, qui avait été trouvé en décembre. En général, il y a eu des changements. Il y a environ une mutation toutes les 2 semaines. Et on peut utiliser ces mutations pour commencer à faire un petit arbre et on peut comparer les différents isolats. Ici, voici un isolat canadien. Au fil du temps, le virus s'est répandu, s'est diversifié. Et d'autres mégadonnées peuvent nous aider à comprendre ce qui va se passer dans cette pandémie, à prédire le reste de la pandémie. Alors ici, on voit les isolats qui ont été recueillis partout dans le monde. Alors ici, on voit l'Allemagne. Donc, des isolats européens ont été la source de l'isolat ici au Canada. Mais ce qu'on voit ici, ce sont des couleurs. En fait, je vais vous montrer cette image qui est plus claire. Alors, on voit ici une carte du monde sur les transmissions potentielles. C'est une carte que nous utilisons pour le séquençage parce que c'est un code numérique pour établir les liens entre les isolats d'une personne à l'autre. Alors, on voit ici, par exemple, les isolats de Wuhan, de la Chine, qu'on voit ici au bas de l'arbre. Et ici, on voit les liens qui se sont formés. Et on voit ici, par exemple, qu'il y a des isolats en Europe et beaucoup d'isolats en Amérique du Nord sont en rouge. Et un nombre d'entre eux ont des origines européennes. Et certains isolats en Amérique du Nord ont des origines en Asie. Mais on voit ici, dans cet exemple, des études de transmission et on voit que le séquençage nous aide vraiment à voir comment la transmission s'est produite. Dans certains cas, le séquençage nous a permis d'identifier des similitudes qui ont confirmé euh, la transmission par contact. Alors, si les couleurs sont différentes, on voit ici l'introduction d'isolats canadiens en orangé qui viennent euh, d'autres pays, mais surtout des États-Unis en jaune et 2 isolats américains se retrouvent ici. Désolée, je vais changer mon écran un peu pour que moi je puisse voir. Alors, ces 2 isolats américains sont ici et ils sont interreliés à d'autres isolats canadiens. Alors, nous avons redonné en quelque sorte aux États-Unis et on en a eu d'autres en retour. Et bien entendu, ça a été
c'est devenu une bonne raison pour fermer nos frontières. Alors, par exemple, en Colombie-Britannique, il y a beaucoup d'isolats qui ont été introduits d'autres endroits, surtout en raison de déplacements internationaux. Ça a été un facteur important qui a fait en sorte qu'il y a eu réintroduction à maintes reprises des isolats. Et ce qui a été très important, c'est qu'on a pu confirmer la source des isolats. Donc, par exemple, on a trouvé des isolats qui venaient des États-Unis. Ça nous semblait logique, étant donné le pays d'origine de la personne qui a voyagé. Mais par exemple, il y a aussi eu des liens avec l'Iran. Donc, il y a eu des voyageurs de l'Iran, mais leur isolat ne correspondait pas à d'autres isolats qu'on avait vus en Iran. Alors, ça a amené à nous poser d'autres questions. À Seattle, on a eu de gros questionnements parce qu'il y avait un isolat, et là, je cherche un mot, mais il y avait des isolats à Seattle qu'on voyait là, mais on a remarqué un autre isolat qui était relié à des isolats qu'on avait vus des semaines auparavant. Et ça nous a démontré qu'il y avait des isolats cachés qui circulaient dans cette communauté. Alors, il y avait de la transmission dans la communauté. Grâce à ces analyses, on connaît mieux les tendances de transmission. On a des données régionales, mais ce qui va être très important, alors qu'on va commencer à assouplir les mesures, qu'on rouvre les frontières, on va pouvoir regarder ce que le séquençage de génome nous indique par rapport à la provenance des isolats. Je dois dire, par contre, que nous n'avons pas réponse à tout. Il faut intégrer ces données à d'autres données. Mais ces données peuvent être utiles pour des enquêtes de grappes, pour l'épidémiologie génomique, par exemple. On a vu des grappes se produire qui démontrent qu'il y a de nouvelles éclosions d'isolats. Et il y a aussi les caractéristiques virales qui peuvent avoir des répercussions, par exemple les méthodes de détection. Bien entendu, on est très intéressé à développer des méthodes de sérologie, les résultats cliniques, donc la gravité de chaque souche, comment les isolats peuvent être transmis et aussi avoir une répercussion sur l'efficacité des traitements et des vaccins. Par exemple, il y a cet isolat qui a fait les manchettes récemment parce que la souche, en fait, c'est pas vraiment une souche, mais plutôt un lien. Donc, ce lien a vu une mutation. C'était une mutation qu'on avait vue dans la protéine Spike. Et si on regarde le G et le D dans la position 6-14, on voit que le G avait plus d'importance, donc le D était plus important et qu'ensuite le G a pris plus d'importance, ce qui veut dire que c'est devenu plus facilement transmissible. Et ça peut avoir une répercussion quant à la virulence. Mais il faut tenir compte aussi de l'effet fondateur. Alors, s'il y a différents liens dans une population et que quelqu'un transmet un lien à une autre population, et pour différentes raisons, peut-être que cette personne a participé à une conférence et ensuite il y a une transmission très rapide ou des fois les gens participent à des chorales et tout d'un coup, on peut voir un lien se retrouver dans une autre population et ça peut donner lieu à une grosse éclosion. Mais ça n'a rien à voir avec la transmissibilité, c'est plutôt en raison peut-être de l'événement où il y a eu la transmission. Alors, il faut vraiment intégrer ces données avec d'autres données épidémiologiques pour vraiment bien comprendre le processus de transmission. Et je dois dire aussi que ce qui va être très important, ça va être de déterminer comment la situation change. Il va falloir qu'on mise sur le séquençage pour les changements. Donc, ce sera important pour
redévelopper des vaccins parce qu'il faut savoir rapidement s'il va y avoir un changement dans la protéine spike, comme on le voit ici, parce que ça peut avoir des répercussions sur des vaccins potentiels. Ici, on voit des changements qui ont lieu. Il y a certaines parties de cette protéine qui changent rapidement et d'autres parties de la protéine qui ne changent pas vraiment. Alors, il faut continuer à étudier ça. Dans le cadre de ce projet, en fait, je vous ai surtout parlé du côté viral. Donc, nous avons des principes directeurs pour l'initiative. Nous avons une structure pour notre initiative et ça a demandé beaucoup d'efforts pour trouver des principes qui plairaient aux laboratoires de santé publique, aux centres de séquençage. Nous voulions nous assurer de tenir compte des enjeux éthiques et sociaux et nous allons avoir une base de données et toutes ces données seront disponibles dans des ressources publiques pour les recherches virales et génomiques. Et nous avons des partenariats avec, par exemple, iCog UK. C'est une initiative pas seulement pour les données génomiques, mais aussi pour les autres données dont j'ai parlé, les données cliniques, épidémiologiques, qui sont aussi très importantes. Maintenant, pour ce qui est du côté humain, je ne vais pas trop en parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et ce serait bien que je puisse en parler une autre fois, mais pour l'instant, je vous dirais que c'est un aspect qui est de plus en plus important puisque on voit beaucoup de variabilité dans la COVID-19. Il y a des infections très silencieuses et des maladies graves. Il y a des rares cas de résistance à l'infection. Il y a aussi des cas chez des jeunes patients et il faut vraiment mieux comprendre la génomique. Nous savons qu'il y a différents facteurs qui jouent un rôle, l'environnement, la génétique, mais nous devons mieux comprendre quels facteurs ont beaucoup d'importance et ce serait bien de connaître les biomarqueurs pour savoir quelles personnes sont plus à risque. Ça pourra aider les soins de santé et ça pourra nous permettre d'avoir des traitements plus adaptés à tous les patients parce qu'on va tenir compte de leurs gènes, des gènes des patients. L'étude s'appuie sur une approche de projet. Pour le côté viral, on se concentre surtout sur le fait de recueillir le plus de données possible. On fait du séquençage. On veut faire du séquençage en temps réel pour pouvoir faire de l'analyse plus rapidement, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Du côté humain de la recherche, on s'appuie surtout sur des recherches et on fait avoir le consentement des organismes d'éthique. On fait du séquençage et ensuite les données nous reviennent. Le président du côté humain m'a envoyé cette diapo. Je ne vais pas en parler trop en détail, mais je voulais vous la montrer parce que ils font appel à beaucoup de partenaires de recherche pour pouvoir créer un réel réseau national de recherche. En particulier, on peut facilement trouver une étude sur la génomique qui nous convient. Donc, pour résumer, je peux vous parler des activités actuelles. Donc, on a reçu du financement pour le côté viral, donc surtout pour du séquençage. Beaucoup de personnes travaillent sans se faire payer. Alors, on essaie de remédier à la situation, mais aussi ce qui est très important, ça a été de rédiger les protocoles d'entente et les principes directeurs. Nous voulions créer des infrastructures de séquençage et on a parlé à un protocole de normalisation. Ça a demandé beaucoup d'efforts pour coordonner la cueillette de mégadonnées, pas seulement ici, mais aussi pour d'autres initiatives à l'international. Et on veut vraiment faire plus de séquençage. Le modèle pour l'initiative, et je dois le souligner à grands traits,
c'est qu'on veut vraiment créer une base pour l'avenir. On ne veut pas arrêter après cette initiative. Le séquençage de génome doit devenir un modèle pour pouvoir créer un réseau canadien de pathogènes. On veut avoir un modèle qu'on pourra utiliser lors de futures pandémies. Et pas seulement pour des pathogènes humains. On veut utiliser ces données pour d'autres problèmes. Le coronavirus est arrivé, il y a des problèmes chez les cochons, par exemple. Il y a des pathogènes qui touchent le secteur agroalimentaire et d'autres secteurs. Alors, on ne veut pas se concentrer seulement sur le séquençage humain. C'est aussi un modèle pour le partage d'informations en général et j'encourage tous ceux qui sont intéressés au partage de données et qui sont intéressés à tout autre aspect à nous contacter. Présentement, nous cherchons à établir des partenariats avec des groupes et on veut établir un partenariat avec un COVID aussi. Alors, si vous voulez être impliqué, vous pouvez nous écrire à info@genomecanada.ca qui est au bas de l'écran. Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous écouter. Merci beaucoup et j'aimerais vraiment remercier l'équipe formidable derrière cette initiative. C'est une équipe qui travaille sans relâche. Certaines personnes sont probablement sur cet appel. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, nous pouvons répondre à des questions. Peter Rogan a demandé dès le début, pouvez-vous nous dire à qui parler, avec qui communiquer? Est-ce que ce serait l'adresse courriel? L'écran? Oui. Hamid Aziz est la personne responsable de cette partie-là du projet et pourrait vous répondre. Je pourrais vous donner l'adresse courriel de cette personne, mais en utilisant l'adresse au bas de l'écran, ça ira aussi. Si les chercheurs veulent avoir accès à des patients anonymes de la COVID-19, quelles ressources recommanderiez-vous si on voulait avoir accès à des renseignements sur les patients? Hmm, réponse. C'est difficile comme question parce que je dois dire que pour ce qui est du séquençage, eh bien, le séquençage, en fait, quand vous parlez de renseignements sur les patients, il y a différents types de renseignements, n'est-ce pas? Donc, par exemple, pour le séquençage viral, tous les renseignements se retrouvent sur GSED et sur les autres initiatives où les données sont disponibles. Pour ce qui est des mégadonnées, il faut faire attention à quelles données sont publiées parce qu'il ne faut pas pouvoir identifier les patients, mais pour ce qui est du séquençage humain, il y a une infrastructure quant à ce qui peut être partagé et ce qui ne peut pas l'être. Alors, je pense qu'il faut communiquer avec les différents groupes. Mais si ce qui vous intéresse, c'est le séquençage viral et les données du séquençage viral, notre initiative et GSED pourra vous fournir ces données de séquençage. Ou est-ce qu'il y a autre chose? D'autres renseignements que vous voulez? Bien, on verra s'il posera une autre question à ce sujet. Oui, il confirme que c'est ce qu'il veut comme renseignement. Très bien. Une autre question, comment est-ce qu'on peut avoir des échantillons sur le séquençage dans nos communautés? Vous parlez d'échantillons. Vous voulez avoir des échantillons pour faire votre propre séquençage? Eh bien, si quelqu'un veut faire son propre séquençage, vous pouvez communiquer avec nous. Nous avons une infrastructure qui a été créée pour du séquençage fait dans les différentes provinces, mais vous pouvez communiquer avec nous si c'est ce qui vous intéresse. Très bien, merci. Bon, une petite mise en garde. Attention aux modalités d'utilisation. Oui, on en est bien conscient. Oui, nous croyons beaucoup au principe d'équité par rapport au partage des renseignements pour ce qui est de protéger les pairs. Donc oui, nous sommes très conscients de cette mise en garde. Dans l'infrastructure, un des grands défis que nous avons au Canada, c'est que nous n'avons pas notre propre NCBI, nous n'avons pas notre propre infrastructure au Canada.
Alors, nous espérons que notre initiative nous permettra de structure canadienne. Mais je dois dire que pour l'instant, on y va étape par étape. Pour l'instant, nous voulons recueillir les données. Alors, on commence par la base, comme on l'a déjà dit, mais ce n'est pas une initiative qui va s'arrêter après la pandémie. À l'avenir, au fur et à mesure où l'infrastructure va se développer, nous espérons que nos données pourront être encore plus poussées. Peter Rogan, aviez-vous levé la main? Allez-y. C'est inaudible pour l'interprète. Désolé, on ne peut vraiment pas vous entendre. On dirait un petit Suisse qui nous parle. Un petit écureuil. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait poser une question pendant que Peter règle ses problèmes de son? J'aimerais ajouter un commentaire. Un des résultats, certaines choses qu'on voit dans les médias, c'est qu'il y a une nouvelle source, un nouveau lien qui est plus transmissible. Eh bien, j'aimerais faire une petite mise en garde à ce sujet. Nous avons vraiment besoin d'autres données épidémiologiques parce que ce que nous faisons, nous, c'est de recueillir des données qui ne peuvent être utilisées seules dans tout un ensemble. Mais le séquençage de génome, ça va donner des données vraiment essentielles. Et à l'avenir, ça va nous permettre de déterminer les changements. Alors, on peut soit obtenir le séquençage génomique ou non. Oui. Est-ce que vous envisagez d'autres types de séquençage, DR, CHIP, pour, pour mieux comprendre les interactions entre l'hôte et le patient? Oui, ça va faire partie des études cliniques. Pour ce qui est du côté viral, nous nous concentrons surtout sur le séquençage viral pour obtenir des données de façon coordonnée et organisée. Du côté humain, on se concentre plus sur les études, on pose des questions de recherche, par exemple, et dans ce cas, oui, ça va nous intéresser. Je pense que dans certaines études, je ne connais pas les détails de toutes les études qui ont été proposées, mais oui, j'imagine qu'on va probablement faire d'autres types de séquençage. Parce qu'au bout du compte, beaucoup de données sont générées sur le coronavirus. Il y a d'autres initiatives qui étudient d'autres aspects, l'expression génomique, la sérologie. Il faut en tenir compte aussi. Alors, je pense qu'on devrait vraiment tirer profit de cette pandémie. Donc, c'est sûr que c'est terrible comme pandémie, mais ça peut nous pousser à devenir novateurs. Je pense qu'il faut utiliser cette pandémie de façon positive pour faciliter les interactions entre différents groupes. Brian Corey dit, est-ce qu'on a, est-ce que c'est possible d'avoir du séquençage? Euh, vous pouvez communiquer avec moi, c'est dans la boîte de clavardage. Le tableau du Royaume-Uni comptait seulement un seul type. Je pense que D, c'était en bas et le G était vers le haut. Il y avait seulement le D. Donc, il n'y avait pas de G dans le graphique du Royaume-Uni. C'était sur quel diapo? Est-ce que je devrais repartager mes diapos? Oui, pourquoi pas? Je sais qu'il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Est-ce que c'était sur cette diapo? Je vais ouvrir mon clavardage. Je pense que c'était la diapo avec les différents pays, avec les différents graphiques pour chaque pays. Un instant, s'il vous plaît. Celle-ci? Ici? Non, continuez. Lorsqu'on voyait les pays séparés, il y avait les deux types, il y avait l'Amérique du Nord, l'Europe.
Celle-ci peut-être? Désolée. Je me demande. Puis, un graphique du Royaume-Uni. Est-ce que vous parlez d'un autre graphique? The bar graphs that are colored blue and orange. Donc, c'était un graphique avec des barres bleues et orangées. Yeah, not that one, not that one. Non, pas ça. Pas ça non plus. Yeah. J'ai pas de graphique à barres. Ah, ça ici. Oui, très bien, merci. Désolée que ça m'ait pris autant de temps. Alors, votre question porte sur l'Angleterre. Oui, c'est une excellente question. Et c'est ce qui nous a poussé à nous intéresser sur la question. Donc, on se demandait si le bleu était plus transmissible, le G. Je pense qu'il faut être très prudent quand on regarde le tableau parce que, par exemple, il y avait des cas qui sont apparus de forme G. Il y avait des cas de... Et le D était présent aussi. Il n'y en avait pas un des deux qui était plus important. Mais en Angleterre, c'est peut-être seulement une coïncidence. Donc, par exemple, ici, si ça c'était quelqu'un qui était arrivé en Angleterre, s'il y avait un grand événement où il y avait eu beaucoup de transmission, eh bien, la transmission se serait concentrée sur le bleu. Alors, c'est peut-être simplement une coïncidence. Donc, est-ce que le virus a été chanceux de tomber sur quelqu'un qui se déplaçait beaucoup, qui allait à des buffets, où il y a eu beaucoup de transmission? Alors, les données génomiques devront être appariées à d'autres données. Ça va être très informateur. Il va falloir déterminer si d'autres changements vont avoir lieu et ce sera très utile pour le développement des vaccins. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos excellentes questions. Thank you, Dr. Brinkman. Merci, Dr. Brinkman. Bon après-midi à tous.